I call this meeting. Bonjour, je déclare la séance ouverte. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à la 61e réunion du Comité permanent de la sécurité publique et nationale. On va tout d'abord entamer la réunion en reconnaissant que nous nous réunissons sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin. La réunion a lieu sous format hybride, conformément à l'ordre de la Chambre du 25 novembre 2021. Il y a des députés qui comparaissent en personne dans la salle et à distance. Conformément à l'ordre de renvoi du 28 septembre 2022, nous avons entamé l'étude du rapport annuel 2021 du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. Souhaitons la bienvenue aujourd'hui à 4 représentants du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. Et je vais ensuite l'appeler la CPSNR, comme le font les autres. Souhaitons la bienvenue à l'honorable David J. McGuinty, président du comité, la sénatrice Frances Lankin, qui est membre, Lisa Marie Inman, directrice générale, et Sean Jurgensen, directeur des opérations. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Alors, vous disposez d'environ 10 minutes pour vos propos liminaires et nous allons ensuite passer aux questions. Monsieur McGuinty, la parole est à vous. Vous avez 10 minutes. Président, ainsi que les membres du comité, de nous avoir invités à prendre la parole devant vous aujourd'hui. Je suis accompagné, comme vous venez d'entendre, de la sénatrice Frances Lankin, de Lisa Marie Inman, la directrice générale du secrétariat, et de M. Sean Jorgensen, le directeur des opérations du secrétariat. It is my pleasure to be... C'est avec plaisir que je discuterai du rapport annuel 2021 du comité. Le rapport sert 2 objectifs. D'abord, il remplit les obligations en matière de rapport annuel du comité prévues par la loi. Et ensuite, il résume le rapport spécial que nous avons produit en 2021, c'est-à-dire notre examen sur la cyberdéfense. Je commencerai par les 4 obligations en matière de rapport annuel du comité. Premièrement, nos rapports annuels doivent comprendre le nombre de fois où un ministre a déterminé qu'un examen que nous avons proposé ne peut pas être réalisé car il porterait atteinte à la sécurité nationale. Jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit. Deuxièmement, notre rapport annuel doit indiquer le nombre de fois qu'un ministre a refusé de communiquer un renseignement au comité, car le renseignement est un renseignement opérationnel spécial, et que sa communication porterait atteinte à la sécurité nationale. Jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit. Troisièmement, nous devons faire rapport sur le nombre de questions dont le comité est saisi par un ministre aux fins d'examen. En 2021, le comité a reçu une telle question. Le 4 juin, le ministre de la Santé a présenté au comité une question concernant de possibles incidents de sécurité au Laboratoire national de microbiologie à Winnipeg. Quatrièmement, nous devons inclure nos conclusions. En 2021, il y a eu 2 recommandations suite à l'examen sur la cyberdéfense. J'aborderai ce rapport plus tard dans mon allocution. Et de plus, au titre de la loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères, 12 ministères doivent soumettre au ministre compétent un rapport annuel sur les cas de mauvais traitements et doivent fournir ce rapport au comité dès que possible. Les 12 ministères nous ont chacun fourni leur rapport annuel sur les cas de mauvais traitements. En poursuivant, je tiens à souligner que l'année dernière a marqué le 5e anniversaire du comité. Depuis sa création en octobre 2017, le comité a réalisé 9 examens et formulé 29 recommandations au gouvernement. En 2018, le comité a réalisé des examens sur le voyage du premier ministre en Inde de cette année-là, sur des activités de renseignement militaire et sur la façon dont le cabinet établit les priorités du gouvernement en matière de renseignement. En 2019, le comité a réalisé des examens sur la diversité et l'inclusion, l'ingérence étrangère, l'Agence des services frontaliers du Canada et la collecte et l'utilisation de renseignements sur des Canadiens par le renseignement militaire. En 2020, le comité a livré un aperçu des menaces qui pèsent sur le Canada. En 2021, le comité a réalisé l'examen sur la cyberdéfense. En 2022, le comité a réalisé un examen sur les activités en matière de sécurité nationale et de renseignement d'Affaires mondiales Canada.
Et à l'heure actuelle, on est en train d'examiner le mandat de la GRC. Et en ce qui a trait à cet examen-là, nous avons temporairement posé notre examen sur l'intersection légitime des activités pour des raisons sécuritaires. Lorsqu'il y a des élections, notre comité est dissous et ensuite il est reconstitué 30 jours après la reprise parlementaire. Donc, au cours des 5 dernières années, alors il y a eu environ une année au total qui n'a pas été disponible pour que le comité fasse son travail parce qu'il y a eu 2 élections en 2019 et en 2021. Portant sur le cadre de travail et les activités du gouvernement du Canada visant à défendre ses systèmes et ses réseaux contre les cyberattaques de 2021. Nous avons réalisé cet examen en raison de l'importance des systèmes et des réseaux fédéraux qui font partie des infrastructures essentielles du Canada. Ces réseaux stockent une importante quantité de renseignements personnels et servent à la prestation de pratiquement tous les services gouvernementaux. Les réseaux gouvernementaux sont la cible constante de cyberattaques de différents États, particulièrement la Chine et la Russie, et peuvent être vulnérables aux maliciels et à d'autres types de cybercrimes. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral est un chef de file mondial dans la protection de ces réseaux, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Au début des années 2010, la Chine a mené des cyberattaques préjudiciables contre 31 ministères fédéraux. Ces événements ont tiré la sonnette d'alarme quant à l'étendue de la vulnérabilité informatique du gouvernement et de ses mécanismes de défense inadéquats. Depuis, le gouvernement a développé progressivement un système de cyberdéfense solide, tant sur le plan de la gouvernance que sur le plan des capacités techniques. This brings me to 2 of our findings. Cela m'amène à souligner 2 conclusions. Premièrement, notre rapport a révélé qu'au fil du temps, l'approche du gouvernement à l'égard de la cyberdéfense a évolué et qu'elle considère maintenant l'ensemble des systèmes gouvernementaux comme étant un tout. Cette approche horizontale, chers collègues, a considérablement amélioré les capacités du gouvernement en matière de cyberdéfense. Nous avons toutefois constaté que ces capacités sont compromises par la nature verticale de la structure de reddition de comptes au sein du gouvernement. Deuxièmement, notre rapport a révélé que ce ne sont pas tous les organismes fédéraux qui bénéficient de la même protection en matière de cybersécurité. 2 raisons connexes expliquent cela. En premier lieu, les politiques en matière de cybersécurité du Conseil du Trésor ne s'appliquent pas à tout le gouvernement. Et, si elles s'appliquent, elles ne s'appliquent pas toujours de façon uniforme. En deuxième lieu, les ministères n'ont pas l'obligation de recourir aux services de cyberdéfense offerts par Services partagés Canada et le Centre de la sécurité des télécommunications. Autrement dit, de nombreux organismes fédéraux évoluent entièrement à l'extérieur du périmètre de la défense du gouvernement, alors que d'autres choisissent certains services sans adopter la gamme complète des services de sécurité du gouvernement. Ces écarts et disparités affaiblissent l'approche intégrée du gouvernement à l'égard de la cyberdéfense. Le système est aussi robuste que son maillon le plus faible. Avec toutes ces considérations à l'esprit, le comité a formulé 2 recommandations. Premièrement, le comité a recommandé que le gouvernement continue de renforcer son approche intégrée à l'égard de la cyberdéfense. Deuxièmement, le comité a recommandé au gouvernement d'amener tous les organismes fédéraux dans le périmètre de cyberdéfense et que l'ensemble des politiques sur la cybersécurité s'appliquent à tous les organismes fédéraux, y compris les sociétés d'État. Le gouvernement est d'accord avec ces 2 recommandations. À vrai dire, le comité se réjouit du fait que pour la première fois, le gouvernement a fourni une réponse officielle à ces recommandations. Cela dit, le gouvernement n'a toujours pas répondu aux 6 autres rapports du comité, lesquels contiennent 20 recommandations. Le dernier point que nous voulons soulever est que nous nous attendons à ce que le Parlement entame cette année un examen exhaustif de la loi sur le CPSNR. Nous savons que votre comité est demandé à être nommé comité de la Chambre pour cet examen. Lorsqu'un comité sera désigné pour mener l'examen, c'est avec plaisir que nous présenterons des recommandations précises sur les réformes
possible à la loi. Aujourd'hui, je tiens seulement à souligner l'importance de l'accès du comité aux renseignements du gouvernement. En effet, le comité est confronté à plusieurs difficultés dans l'obtention de renseignements auxquels il a le droit en vertu de la loi et dont il a besoin pour remplir son mandat. Par exemple, le comité est préoccupé par le fait que les ministères adoptent une interprétation trop large de la définition de renseignements confidentiels du cabinet. Pour conclure, je souhaite mentionner que tous nos rapports sont le fruit du travail accompli avec dévouement par mes collègues au comité. Le rapport sur la cyberdéfense est un autre exemple d'un examen unanime et non partisan d'une activité centrale du gouvernement par un comité de sénateurs et de députés ayant une habilitation de sécurité et provenant de tous les grands partis et groupes. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. McGuinty. J'aimerais vous remercier chaleureusement du travail que vous effectuez pour que nous soyons en sécurité. On va commencer par le premier tour de table avec M. Shipley. Merci, Monsieur le Président, et merci aux membres du comité pour leur présence aujourd'hui. Merci pour votre temps. Je vais commencer par ma première question que je vais adresser à Monsieur McGuinty. Et les autres peuvent répondre aussi. Au début mars, le bureau du Premier ministre a demandé au greffier du Conseil privé de présenter un plan sur des recommandations de votre comité des 5 dernières années. C'est la mi-avril. Et est-ce que ces recommandations ont été mises en place depuis lors ou pas? Je m'excuse, je n'ai pas entendu la fin de votre question parce que je n'avais pas l'écouteur, je ne vous entendais pas bien. Alors, au début mars, le bureau du Premier ministre a demandé au greffier du Conseil privé et au ministre des Affaires intergouvernementales de présenter un plan pour mettre en place les recommandations des 5 ans qui étaient en suspens, présentées par votre comité. C'est la mi-avril. Est-ce que vous êtes au courant de recommandations en suspens qui ont été mises en œuvre depuis là? Alors, le comité a reçu, je pense, il y a une semaine de ça ou un peu moins, un document que j'ai ici. C'est une mise à jour sur les recommandations pour contrer l'ingérence étrangère. Je pense que le greffier et le ministre Leblanc devaient, selon le Premier ministre, parler directement des recommandations concernant le CPSNR, mais aussi 2 autres auteurs qui avaient évalué le processus de protocole. Je pense que la tâche, c'était de faire connaître aux Canadiens ce que le gouvernement avait fait pour mettre en place nos recommandations. On est encouragé par ça, mais on encouragerait aussi ce comité à demander au gouvernement de donner davantage de détails sur ce qu'ils vont faire à l'avenir en la matière. Merci. Alors, ça m'amène à ma deuxième question. J'étais un peu choquée de voir que le gouvernement n'a répondu qu'à un rapport en 5 ans d'existence du CPSNR. Est-ce que vous pensez que il faudrait forcer le gouvernement à répondre? Eh bien, cette question est encore en cours, bien sûr, au sein du comité. Il faut s'assurer que le travail effectué, c'est difficile, je vais être candide avec vous, c'est difficile d'arriver à des recommandations. On ne fait pas ça à la légère. Les délibérations sont longues et exhaustives. Et il y a des gens qui ont siégé à notre comité et qui comprennent bien de quoi on parle. Vous savez, nous espérons que le gouvernement, maintenant, va faire plus attention à certaines des recommandations que nous avons proposées, comme nous avons parlé pour la cyberdéfense. J'encouragerai ce comité à demander au gouvernement d'expliquer comment il a mis en place ces recommandations, comment faire en sorte que plusieurs organismes du gouvernement s'occupent de la cyberdéfense. Alors, je vais aller un peu plus loin maintenant. Bien évidemment, nous siégeons à des comités et vous faites un travail fantastique au sein de votre comité. Nous faisons la même chose. Et quelquefois, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe avec tous ces rapports-là? Est-ce qu'ils sont mis sur une étagère quelque part et puis rien ne se passe? Comme je l'ai dit dans ma dernière question, est-ce que vous avez l'impression qu'on n'agit pas assez rapidement? Et je parle du gouvernement, là. Eh bien, il y a peut-être des fois où on veut peut-être des mesures plus immédiates, mais quelquefois, c'est difficile de savoir quelles seront les répercussions du travail. Par exemple, la nouvelle architecture des examens au Canada a forcé beaucoup d'organisations et elles doivent créer maintenant
de nouvelles unités au sein de leur département ou au ministère plutôt, comme le ministère de la Défense nationale. Avant la création du CPSNR, le ministère de la Défense nationale n'avait pas un processus officiel, formel, pour répondre aux examens. C'est encourageant de voir ça. La nouvelle architecture des examens demande au gouvernement de rendre des comptes. Par exemple, le gouvernement, dans le budget, dit qu'il y aurait le rôle d'un coordinateur pour ce qui est de l'ingérence étrangère. C'est aussi dans le rapport que j'ai mentionné tout à l'heure. Nous avons vu certaines recommandations du CPSNR dans des lettres de mandat à la sécurité publique, au ministère de la Défense nationale. On a vu le gouvernement effectuer des changements pour ce qui est des services transfrontaliers. Alors, on voudrait qu'il y ait davantage de traction, si vous voulez, parce que l'objectif de ce comité, c'est d'améliorer la situation. Merci, Monsieur McGuinty. Vous avez dit dans vos remarques aussi que nous allons commencer un examen du CPSNR, mais c'est peut-être un peu prématuré. Mais est-ce qu'il y a des thèmes importants en matière de changement qu'on devrait étudier lors de cet examen? Merci. Alors, j'apprécie cette question. Pour vous dire, le comité a déjà commencé à réfléchir à tout ça, mais on ne va pas présenter de recommandations spécifiques avant d'avoir un comité à qui le présenter. Mais le président vous a déjà indiqué qu'une des choses très importantes pour nous, c'est l'accès aux renseignements, l'accès à l'information. Et je voudrais dire qu'en général, les ministères ont été assez bons et nous avons développé des relations très respectueuses avec les organismes dès le départ. Au début, on avait un peu peur parce qu'on allait travailler avec des politiciens, des parlementaires et qu'ils allaient avoir accès à ces informations. Il y avait un peu d'hésitation d'autre part, mais en gros, je dirais que les relations ont été bonnes. Mais nous avons eu des incidents spécifiques, comme le président l'a mentionné. Certains ministères ont peut-être interpréter de manière trop large ce que c'est que les questions confidentielles des cabinets. Est-ce que tout devrait être protégé ou pas? Alors, vous savez, ça, c'est le genre de problème sur lesquels nous allons délibérer. Je pense que la chose qu'on est prête à dire aujourd'hui, parce qu'on l'a déjà soumis dans nos commentaires et dans nos recommandations, déjà publiées, c'est les actions et les rapports concernant les recommandations présentées, la question concernant l'accès à l'information d'une manière opportune et complète. Merci, Monsieur Shipley. Nous allons passer à Monsieur Newhaven. Allez-y, vous avez 6 minutes. Merci de votre présence aujourd'hui et de votre témoignage. J'aimerais approfondir un peu plus la chose, parler de l'importance de ce comité. Monsieur McGuinty, avec votre équipe et vos collègues, vous avez fait un travail remarquable pour vous assurer que le travail fait par votre comité ne soit pas partisan, avec beaucoup de collaboration et avec ce que j'espère être des recommandations que nous pourrions tous prendre au sérieux. J'ai une préoccupation, cependant, c'est qu'au cours des dernières semaines, on a essayé de politiser la nature du travail que vous faites. Et je veux citer en particulier un commentaire fait par la chef de l'opposition. Elle a dit le CPSRN a été utilisé pour empêcher la reddition de comptes. C'est fait en secret avec Justin Trudeau. Alors, c'est important que les Canadiens et les Canadiennes sachent de votre part si c'est vrai ou pas. Et vous, ce que vous pensez du rôle du CPSNR, comment on devrait l'envisager, comment les Canadiens devraient voir le comité et le travail important que vous faites à ce comité permanent de la sécurité publique et nationale. Alors, nous ne voulons pas faire part d'être partisans. Ça a été le fait depuis le début. Plusieurs personnes ont comparu devant nous et ont dit, si on fermait les yeux et si on écoutait les conversations autour de la table, en fait, on ne sait même pas de quel parti politique viennent les suggestions et les commentaires. Alors, nous avons développé, dirais-je, un caractère noble dans notre travail. Il y a des questions qui transcendent les partis politiques ou les gouvernements et la sécurité nationale. C'en est un de ces problèmes. Alors,
ça a été une occasion particulière pour la sénatrice Lincoln et moi, parce qu'on est là depuis le début pour être le président et les membres de ce comité. Alors, ma présidence, nos membres, le secrétaire aussi, c'est un mécanisme important pour l'avenir. C'est important d'entendre tous les éléments classifiés des deux bords de la Chambre et de traiter de ces questions très importantes. Nous respectons, nous comprenons bien ce qui se passe dans l'autre arène, dans la Chambre des communes ou au Sénat. C'est naturel, ça arrive. Il y a toujours... ça fait partie de la démocratie, hein. C'est comme ça que ça se passe. Mais quand on parle de l'accès à des documents classifiés, le traitement de ces documents classifiés, et de ne pas être partisan et de délibérer au nom des Canadiens et des Canadiennes, nous pensons que ça, c'est une question très importante et une structure très importante pour l'avenir et pour les Canadiens, qui soit au gouvernement, qui est le poste de Premier ministre ou qui que ce soit qui configure le comité. Vous savez, quelquefois, on parle du rôle du Premier ministre ou du gouvernement dans le travail de notre comité. Mais je vous dirais que les gens se trompent. Dans les 9, 10 et 11 examens, le gouvernement n'a jamais dit à notre comité de faire quoi que ce soit. En fait, la seule fois où on l'a consulté, le Premier ministre, c'était pour représenter notre examen une fois terminé. Et le Premier ministre a une obligation, c'est de faire de biffer des choses, mais seulement quand tout le monde a été consulté. Et les gens ici avec moi sont très agiles, dirais-je, quand on parle des discussions avec les choses à biffer. Alors, nous, on veut toujours être plus transparent que moins transparent. C'est important pour les Canadiens et les Canadiennes de bien comprendre ça. Vous savez, le débat à l'heure actuelle à la Chambre, au Sénat, dans la société est important. C'est très important. Et c'est aussi un moment pour apprendre pour les Canadiens ce que c'est que les documents classifiés. Pourquoi est-ce que c'est classifié, ces documents? Quand est-ce qu'on peut partager ça et quand on ne peut pas le faire? Et pourquoi? Et les gens comprennent ça. Les Canadiens et les Canadiennes comprennent bien ça. Nous essayons de faire notre part pour faire bien comprendre la chose aux Canadiens et Canadiennes. Vous avez quelque chose à ajouter, Madame la sénatrice? Ben, on n'est pas censé toucher le micro, c'est ça? Quelqu'un ouvre le micro à notre place. J'ai un petit peu de problème avec ça. En tout cas. Alors, notre président a dit tout à l'heure, a parlé du travail que nous faisons. Et tous nos rapports ont été unanimes. Et comme nous l'avons indiqué, nous n'avons pas fait partie de preuve de partisanerie. Hein. Nous sommes très divers au sein du Conseil. On a des discussions d'un bord de l'autre. Et c'est pas simplement sur l'idéologie politique. C'est basé aussi sur notre expérience, nos antécédents. On a des gens de la GRC, de l'armée, des gens des gouvernements provinciaux. Nous avons tout un éventail de personnes qui ont beaucoup d'expérience dont nous tenons compte pour nos examens. Et c'est très important de le noter. Notre président a dit que jamais le Premier ministre ou le bureau du Premier ministre ou qui que ce soit agit sur notre travail. Je répéterai ça, j'irai même plus loin. Je dirais que les suggestions là sont fausses et on ne peut pas suggérer quoi que ce soit à ce niveau-là parce que nous protégeons et nous protégeons la nature de notre travail et nous développons aussi une compétence que les gens respectent. Ils respectent notre travail. Alors, c'était un bon échange, dirais-je. Moi, je me souviens, avant d'arriver au Sénat, il y a quelques années, j'étais membre du comité d'examen de la sécurité, un comité qui avait précédé le CPSNR. Et à ce moment-là,
on ne faisait que l'examen du service du renseignement, mais on faisait des recommandations sur un examen plus général qui a mené à ce CPS-NR. Et c'est grâce à ces discussions avec les membres de notre comité et des gens du bureau du conseil privé, du premier ministre, que c'était important de mettre sur pied un comité parlementaire. On n'avait pas défini ce que c'était à l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que chacune d'entre nous, nous avions un peu d'hésitation à faire preuve de partisanerie. On voulait être capable de travailler tous ensemble en respectant toutes les exigences en matière de caractère secret, en comprenant la nature de la sécurité nationale et des dommages que ça pouvait causer. Et juste pendant toutes ces discussions, et depuis lors, j'ai beaucoup de confiance dans tout ce travail. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui vont à la Chambre des communes ou au Sénat et qui ont un rôle particulier à jouer à ce niveau-là, mais qui ont un rôle différent dans notre comité. Et les parlementaires aussi, quand ils voient les résultats, c'est pas unilatéral, c'est un produit qui vient de bonnes délibérations, de délibérations fructueuses et productives. Merci, Madame la sénatrice. Monsieur Mohamed. Allez-y, s'il vous plaît, 6 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur McGuinty. À votre équipe également de vous être déplacé aujourd'hui. C'est bien apprécié. Merci pour le travail que vous faites également. Avant d'aller plus en détail dans le rapport annuel puis les examens que vous avez faits, j'ai lu le rapport et justement, vous mentionniez que à partir de maintenant, là, vous n'alliez plus mettre nécessairement les rapports de vos... les résumés de vos rapports dans des rapports spéciaux plutôt que dans le rapport annuel. Je n'ai pas trop compris pour quelle raison. Est-ce qu'il y avait une raison derrière ça? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Au début, on combinait en même temps le rapport annuel comme celui-ci, on doit présenter un rapport annuel au Parlement une fois par année, évidemment, et on combinait les revues comme cette revue ici sur la question de cyberattaques. Et vous voyez, le contenu est quand même assez épais. Donc, nous avons décidé, au lieu de combiner, de poursuivre les études, les revues, une revue à la fois, et les déposer une à la fois. Ça nous donne plus de temps pour travailler ensemble, plus facile pour le Parlement d'accepter, de procéder avec le Premier ministre, les cadres supérieurs. Donc, voilà la raison pourquoi nous avons disassocié, c'est ça le mot? Au début, on avait, par exemple, dans un rapport annuel, on avait 3 revues en même temps. Donc, on a décidé, non pour la façon pour gérer les affaires, c'était plus facile pour nous. Je vous remercie. C'est peut-être aussi une façon qu'on puisse s'attarder à chacun des détails des examens. Sinon, si c'est tout ensemble, ça fait une bonne lecture et on s'y perd. Justement, le comité ici, vous le savez probablement, on a étudié la question de la posture du Canada par rapport à la Russie, notamment. On a étudié beaucoup la question de la cybersécurité. Est-ce que le Canada est prêt à faire face à des menaces en ce sens? Et je comprends que vous en avez fait un examen assez poussé également. Vous parlez du cadre horizontal du gouvernement en ce moment pour se protéger des cyberattaques. Et ce qu'on comprenait quand on questionnait les témoins qui sont venus ici, c'est que les organisations non gouvernementales ne sont pas toujours, évidemment, elles ne sont pas obligées de s'en remettre au gouvernement ou aux différents services qui existent, aux services gouvernementaux, pour les aider à faire face à des menaces ou à des cyberattaques. Et on peut les comprendre, mais ça m'a quand même surpris de voir que des organisations gouvernementales, comparées à d'autres, n'ont pas exactement les mêmes ressources ou outils ou ne veulent pas nécessairement les utiliser. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus, puis revenir sur les recommandations que vous avez faites au gouvernement? C'est un problème d'architecture. La loi, le Financial Administration Act, la loi sur l'administration financière, je pense, du Canada, donne le pouvoir aux sous-ministres, aux présidents des sociétés de la Couronne, de décider, oui ou non, s'ils vont participer dans le système de protection cyber fourni par le gouvernement fédéral. Et nous pensons que c'est une lacune majeure parce que, comme j'ai dit en anglais, we're only as strong as our weakest link, c'est-à-dire si il y a un ministère ou une organisation ou une société de la Couronne
qui n'a pas la protection de notre système qui est vraiment bien vu nationalement, aussi à l'échelle internationale. C'est un système très robuste. S'il y a un ministère ou une agence, une société de la couronne qui n'est pas dedans, mais qui subit une attaque, de cyberattaque, c'est là la rentrée possible dans tout le système du fédéral. Et c'est pourquoi la recommandation appelle au gouvernement fédéral de changer la loi et effectivement de demander, d'exiger que toutes les organisations, toutes les sociétés de la couronne soient à l'intérieur du système fourni par Shared Services Canada et le Communication Security Establishment. Est-ce que vous avez une réponse positive de la part du gouvernement en ce sens, ou ils n'ont pas donné de réponse encore? Je ne me souviens plus. Nous attendons toujours une réponse définitive, mais nous encourageons évidemment ce comité d'aller de l'avant et appeler le gouvernement, le Conseil du Trésor, par exemple, pour leur demander où ils en sont rendus. Ce que je comprends, c'est que, comme vous l'avez expliqué, ça peut permettre à des ministères qui, eux, ont décidé d'aller de l'avant avec ce système-là, d'être quand même indirectement touchés par un autre ministère qui pourrait être la cible d'une cyberattaque. Donc, d'où l'importance de se prémunir de ça. Est-ce qu'il y a une recommandation ou d'autres éléments que vous aimeriez mettre en lumière aujourd'hui qui ressortent de cet examen-là sur la cybersécurité? Parce qu'on sait que c'est dans l'air du temps, de plus en plus, on le voit, même dans la dernière semaine, je ne sais pas combien de nouvelles, hein, le site du premier ministre, Hydro-Québec, plusieurs organisations ont été la cible de cyberattaques. Alors, j'imagine qu'il y a des recommandations à faire et que le système n'est malheureusement pas efficace à 100% en ce moment. Écoute, je pense que le comité dirait sans hésitation que c'est le début. Ça va continuer, ça va accélérer. Ça va être de plus en plus complexe. Et c'est la raison pourquoi nous avons illustré avec 6 études de cas dans le rapport. 2 études de cas qui n'ont jamais été en public auparavant, pour illustrer les risques avec un système fédéral où tous les agences, tous les ministères ne sont pas à l'intérieur de la protection, du système de protection. Et moi, je pense que les députés, les membres de ce comité aimeraient beaucoup lire ces études qui sont très pratiques, très pratiques. National Research Council, par exemple, a perdu 40 000 documents. Ça a coûté 100 millions de dollars pour réparer le système au NRC. Le ministère de la Défense nationale a été touché au moins une fois. Autre société de la couronne. Donc, tout là pour illustrer les risques aux données, à l'information qui appartient aux Canadiens, tenus par le gouvernement. Merci beaucoup. Merci, Madame. We go now to... Cédons la parole à M. Julian. Allez-y, vous avez 6 minutes. Président, merci à nos témoins. Mme Lincoln, M. McGuinty. J'aimerais aller dans le même sens que Mme Michaud, parce que là, vous avez parlé, M. McGuinty, sur le fait qu'il y avait 31 ministères fédéraux qui ont été ciblés. Pour la plupart, ce n'était pas un succès, ciblé par la Chine. Mais la semaine passée, bien sûr, on a vu Hydro-Québec, Port-Québec, la Banque Laurentian, tous touchés, ciblés par la Russie cette fois-ci. Alors, la première chose que j'aimerais vous demander, c'est comment est-ce qu'on peut déterminer si cette cyberattaque est un succès ou non, ou si la défense était un succès ou non. Deuxièmement, comme vous avez si bien dit, M. McGuinty, ces attaques vont être de plus en plus complexes et de plus en plus nombreux. Alors, je regarde les recommandations qui ne semblent pas être toutes mises en place par le gouvernement fédéral. Est-ce qu'on est trop lent de répondre à cette menace qui pèse de plus en plus lourde sur notre infrastructure? Premièrement, la question si la Russie a eu du succès ou si on a empêché quelque chose, c'est une question à poser. Je pense qu'il faudrait poser la question au Communication Security Establishment. Ils sont en mesure de vous répondre. Nous n'avons pas examiné de près la situation
par exemple, ce qui a passé depuis 2 ou 3 semaines. Mais les études de cas, the case studies that we have put forward, les études de cas illustrent à quel point les acteurs étrangers sont sophistiqués, à quel point ils peuvent être sophistiqués. Dans certains cas, les attaques ont eu lieu à l'endroit d'une organisation fédérale qui n'était tout simplement pas au courant et qui a été mise au courant par le CST après coup. Et dans d'autres cas, il y a des nouveaux pouvoirs qui ont été donnés par le gouvernement et certaines entreprises qui se trouvent dans nos systèmes essentiels ou nos systèmes critiques. Par exemple, le secteur privé peut venir au ministre de la Défense nationale pour avoir l'autorisation de déployer une capacité du CST pour... On semble avoir un problème d'interprétation. Vous n'avez pas de son? Testing 1, 2, 3, interprétation, testing 1, 2, 3. It doesn't. Speak in French, I guess. Can we try or French? Test. Alors, je parlais des 6 études de cas qui ont été choisies par les membres, permettent aux parlementaires et aux Canadiens de bien comprendre les implications pratiques de ne pas prendre des mesures. Alors, comme je l'ai dit, une entreprise privée qui utilise les pouvoirs du CST, c'est ce qu'on va rendre public dans cette étude de cas. Et à l'attaque de l'ARC, l'étude de cas numéro 3, il y a l'étude de cas numéro 4 avec l'attaque de la Chine. On a perdu 40 000 dossiers. La perte d'accès et la possibilité d'infiltrer d'autres organisations. Donc, ça a été très cher pour nettoyer cela. C'était 100 000 $. L'étude de cas numéro 5, où on a volé beaucoup de choses de la Défense nationale. Il y a aussi une étude de société d'État. C'est l'étude numéro 6. L'étude de cas numéro 6 en 2020, où un État avait compromis le réseau d'une société d'État. Alors, est-ce qu'on est lent à répondre à cela? Je ne sais pas si on a vraiment fait d'études comparatives, mais nous savons que la capacité du CST est invoquée à l'échelle nationale ou internationale. Il y a eu un gouvernement qui a demandé au CST de les aider avec leurs services cybernétique. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, très bien. Mais revenons au CPSNR. On a parlé de cette étude quinquennale et aussi, j'espère que j'ai bien cité les choses, mais si j'ai bien compris, une des préoccupations, c'est qu'il y a une interprétation trop vaste de la définition des renseignements confidentiels du cabinet. Est-ce que cela ferait en sorte qu'il sera plus difficile pour le CPSNR de faire son travail? Et qu'en est-il des autres outils dont vous avez besoin pour mieux faire votre travail à un moment où il y a de plus en plus de menaces en matière d'ingérence étrangère, d'attaques cybernétiques et plus de menaces que ce que vous avez vu au préalable? Je vais demander à ma collègue de répondre à cette question, car elle s'occupe des questions qui portent sur les renseignements du cabinet. Ce qui pourrait vous être utile, c'est le renforcement positif. Le renforcement positif de la part de tous les parlementaires, de tous les partis du Sénat qui représentent le comité, et le fait de respecter le fait que le comité doit travailler en vase clos et doit aller de l'avant avec une énorme rigueur et discipline. On ne peut pas sortir et faire des commentaires sur des sujets qui portent sur des sujets médiatiques. Écoutez, on essaie vraiment d'être ciblé, de mettre l'accent sur les preuves, sur les documents classifiés. On espère que le rapport explique bien ce qu'il en est, mais pour ce qui est du secret du cabinet, ma collègue pourra renchérir. Alors, merci de votre question. Comme la sénatrice Lankin l'a dit, le comité ne peut pas recevoir des documents
qui proviennent du renseignement confidentiel du cabinet, mais il n'est pas interdit de les recevoir non plus. Donc, en fait, ce n'est pas tellement que le comité pense que son travail a été compromis ou a été ralenti par le fait de ne pas recevoir les renseignements confidentiels du cabinet. En fait, il y a deux volets. Tout d'abord, les ministères ne sont pas obligés de dire qu'ils ne sont pas en train de fournir ces renseignements. Donc, le comité n'est pas au courant de ce qu'il ne sait pas. Si c'est quelque chose qui appartient au renseignement confidentiel du cabinet, le comité ne le sait pas parce qu'ils ne sont pas obligés de le savoir. Dans la loi, on ne dit pas « vous devez nous dire lorsque nous ne fournissez pas les informations ». Le comité est tout simplement pas au courant. Alors, c'est pas forcément que le comité s'est penché sur des choses et a dit, de toute évidence, il nous manque tel ou tel document ou telle information. C'est plutôt que c'est utile de savoir ce qui existe pour que le comité puisse juger de l'ampleur des informations qu'il ne reçoit pas ou qu'il devrait recevoir. Et aussi, et on l'a vu, lorsqu'on a reçu des informations par inadvertance, qui appartenait au renseignement confidentiel du cabinet, on l'a su après coup, eh bien, dans ces cas-là, on a pu déterminer que l'application de la définition est très vaste. Et comme vous le savez tous et toutes, la définition sur la loi sur la preuve du Canada est très vaste et ça peut aller très loin. Alors, on veut savoir quels sont les documents confidentiels qui doivent être protégés. Est-ce qu'il y a une catégorie de documents que le comité pourrait recevoir? Et pour approfondir la question, ce serait bien de savoir ce que le comité ne reçoit pas pour l'instant. Et peut-être, à ce moment-là, donner des directives ou préciser quels documents le gouvernement peut fournir. Merci, Monsieur Julian. Alors, nous allons commencer le deuxième tour de questions et probablement qu'on ne pourra pas faire un tour complet de questions. On commence par M. Motz. Allez-y, vous avez 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Et merci, Monsieur le Président McGuinty, sénatrice Lincoln et à la directrice exécutive ou au directeur des opérations. Quand je revois mon travail dans ces responsabilités, je compare mon expérience à celle que j'ai eue au CPSNR. J'ai vraiment beaucoup apprécié ça parce que j'avais vraiment l'impression de faire une différence dans mon travail. Pourquoi? C'était parce que c'était impartial, vraiment pas impartial. C'était complètement impartial. Alors, félicitations d'avoir mis ça sur pied. Ça a été très bien fait. J'ai bien apprécié mon travail au CPSNR. Maintenant, je vais me concentrer sur autre chose. J'ai apprécié vos commentaires concernant la bataille qu'on avait eue sur l'interprétation très générale des documents confidentiels du cabinet et la réalisation que les gens au sein de ce comité, non seulement au secrétariat, mais les membres du comité, sont des sénateurs, des députés et qui ont le même niveau de sécurité aussi. C'est important de ne pas oublier ça. Et on est lié de par la loi. Alors, il y a de la frustration, c'est vrai. Je pense que ce comité doit avoir un accès complet aux documents confidentiels du cabinet parce que cette interprétation trop large, là, dirais-je, ne permet pas d'avoir une transparence complète. Autre chose que j'ai bien appréciée au sein de ce comité CPSNR, c'est que, Monsieur le Président, vous avez demandé davantage de transparence sur le processus de retrait de documents ou de rédaction, etc. Alors, je voudrais applaudir vos efforts en la matière. Là. On n'a pas encore arrivé à nos fins, là, mais on est en bonne voie. Maintenant, j'aimerais poser une question sur la cyberdéfense et la cybersécurité. Monsieur Motz la cloche a sonné et il faut le consensus unanime pour continuer. Et on peut aller jusqu'à 17h30. On a le consensus unanime. Parfait. Merci à tous et à toutes. Merci, Monsieur le Président. Alors, on avait parlé de la loi et des exigences pour l'examen du CPSNR dans les 5 ans. Ça fait presque 7 ans maintenant. Alors, quelles étapes devrait-on prendre pour encourager de faire davantage et que ça se fasse?
Mais je crois, comme les autres personnes ici, que c'est probablement le meilleur comité pour faire cet examen. Et quand nous effectuerons cet examen, ça devrait être fait de manière urgente. Et vous, en tant que CPSNR, qu'est-ce que vous suggérez comme priorité? Sur quoi on devrait se concentrer? Eh bien, il y a des enjeux pratiques auxquels on fait face de temps en temps. Je pense qu'on fait on avance bien, et Sean Jorgensen, le directeur des opérations, pourrait parler de ce qu'on a fait au niveau du processus de rédaction. Alors, merci, Monsieur Motz, pour votre travail au CPSNR, votre parti aussi. Merci de votre service. Vous nous manquez beaucoup. Alors, il y a des enjeux pour le processus de rédaction. Comme Lisa Marie l'a dit tout à l'heure, quelquefois, on ne peut pas avoir des interprètes qui ont le niveau top secret. On ne peut pas utiliser des interprètes qui interprètent pour le cabinet. Donc, c'est important d'avoir une catégorie différente d'interprètes. Et c'est un peu difficile quelquefois. Pendant la pandémie, on a pu avoir des gens sur des systèmes satellitaires virtuellement, et ça marchait. Monsieur McGuinty, je ne veux pas vous interrompre, mais j'aimerais bien parler de la cybersécurité là, et poser une autre question. Comme mes collègues, là. Le rapport sur la cyberdéfense et l'état de préparation dit que beaucoup d'organismes gouvernementaux, et on a parlé de ça il y a quelques années, des sociétés de la Couronne ne sont pas assujettis aux mêmes exigences que celles du conseil privé. Alors, vous dites qu'on doit régler cette situation, et ça n'a pas été fait il y a un mois, et c'est pas encore fait. Alors, est-ce que vous pourriez renforcer le sentiment d'urgence que c'est important de suivre les exigences du conseil privé, parce qu'il y a des cyberattaques. Alors, je voudrais implorer les membres de ce comité de dire à des représentants gouvernementaux, du conseil privé, peut-être des services Canada partagés, de faire ça. Ils ont vu les recommandations. Pour ce qui est du caractère d'urgence, M. Jorgensen pourrait vous répondre en 30 secondes pourquoi c'est si essentiel de faire ça maintenant. Merci, M. Mott. Vous avez 30 secondes. Eh bien, dans l'étude de cas numéro 6, on a été très clair au comité. On a dit que ce n'était pas simplement une société de la Couronne qui avait été touchée. C'est dans le rapport. Et il y avait plusieurs sociétés de la Couronne qui avaient été touchées. Et ces sociétés de la Couronne ne savent même pas qu'elles ont été attaquées par un acteur très important. Et c'est la raison pour laquelle le Conseil du Trésor doit vraiment pousser davantage dans ce sens. Maintenant, Monsieur Moff, vous avez 5 minutes. Madame Moff, pardon. Merci, Monsieur McGuinty. Merci, Madame la sénatrice Lincoln. Et merci tout particulièrement pour tout le travail que vous faites au CPSNR. Ça a été dans les nouvelles très souvent récemment. Et moi, j'ai la chance et je suis fière d'avoir été à ce comité quand il a été créé, le CPSNR. Et c'est rare. Et à l'époque, le Canada était un peu en retard pour ce qui est de la création de ce comité. Je pense que le Royaume-Uni avait déjà un comité similaire à celui-ci depuis déjà 20 ans. Alors, c'est pour ça qu'on avait dit qu'on referait ça dans 5 ans. C'est pas 7 ans, c'est 5 ans et demi plutôt. Mais on voulait voir comment ça fonctionnait, le comité, comment ça avait évolué. Et je suis un peu déçue d'entendre parler des documents confidentiels du cabinet parce qu'on avait parlé de ça au moment de la création du comité. Tout à l'heure, vous parliez d'interprètes au niveau top secret. Et une chose qu'on a ratée dans la discussion concernant le CPSNR, c'est pas parce que c'est top secret, parce que vous voulez pas être transparent envers les Canadiens. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez ce niveau top secret dont vous avez besoin, que vous vous réunissez à un endroit spécial et que c'est essentiel pour le travail que vous faites? Merci pour cette question. Eh bien, ça traite directement à l'accès aux documents hautement classifiés pour le comité.
Ces informations sont partagées après un processus de dépistage, de prêter serment et en tant que parlementaire de signer un document concernant nos privilèges. C'est important pour les Canadiens et les Canadiennes de savoir que ça a été conçu pour qu'aucun gouvernement n'aurait une majorité de membres au sein du comité. En fait, avec le Sénat et la Chambre des communes, c'est plutôt le contraire. Le gouvernement est en minorité. C'est important de comprendre ça. Et au cours des 5 années et demie, on n'a pas eu de vote. Tout a été réglé à l'unanimité. Et si c'est pas unanime, eh bien, on continue à délibérer pour y arriver à l'unanimité. Alors, c'est important de dire qu'on traite de documents hautement classifiés et qu'on doit faire attention à la manière dont on les utilise, comment on les partage, parce que, par exemple, il y a des méthodes et des sources. D'où est venu ce renseignement? Comment est-ce que les personnes qui ont recueilli les renseignements l'ont obtenu? Si c'est partagé publiquement, ça peut mettre ces systèmes à risque. Ça peut mettre les Canadiens à risque, les femmes, les hommes qui travaillent dans le renseignement et dans le domaine de la sécurité pour nous protéger et qui travaillent dans le domaine de la sécurité nationale et publique. Alors, il faut qu'on fasse très attention. Et nous, on a nos 5 partenaires qui partagent ça avec nous, des documents avec beaucoup de confiance, mais ils ne veulent pas que ça aille ailleurs, sous quelque forme que ce soit. Donc, il y a des considérations concernant la confidentialité, la protection de la vie privée. Alors, on ne veut pas se cacher au sein du comité dans une installation parce qu'on ne veut pas voir la lumière du jour. Au contraire, la sénatrice Lincoln et d'autres membres du comité, M. Motz, pendant son travail avec nous, ont aidé le comité à arriver à une conclusion. C'est qu'on va être le plus transparent possible, partager le plus de documents possible, surtout pour ce qui est du processus de rédaction, tout ça pour les Canadiens et les Canadiennes. Mais les décisions de faire du travail avec des documents hautement classifiés dans un endroit spécial, c'est pas quelque chose qu'on a inventé parce qu'on voudrait être des personnes secrètes. C'est parce qu'on devait traiter ces documents de cette manière-là. Et vous devez garder ça secret à vie, n'est-ce pas? Pas simplement en tant que parlementaire. Oui, c'est vrai, selon la loi et selon le serment que nous prêtons, aucun renseignement, aucune information de cette nature ne peut jamais être révélée, volontairement ou involontairement. Alors, vous êtes d'accord pour dire que la démocratie au Canada est une des plus solides au monde? Je ne sais pas si je peux répondre à cette question entièrement. Ce n'est pas quelque chose qu'on a étudié au comité. Pour ce qui est de la cybersécurité, l'examen, on a des progrès à faire. C'est un travail en cours, comme je l'ai dit. Mais je veux que les Canadiens et les Canadiennes comprennent que le système de la cybersécurité au niveau fédéral a évolué. Et c'est un très bon système et qui a une bonne réputation au niveau international. On devrait avoir confiance qu'on a un système en place qui nous garde, qui garde nos renseignements en sécurité. Mais il y a encore du travail à faire. Alors, je n'ai plus de temps, mais je suis très fière de tout le travail que vous faites au sein du comité. Et je vous en remercie sincèrement. Je le dirai à mes membres. Madame Michaud, 2 minutes et demie, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question par rapport aux allégations d'ingérence étrangère. On sait que le 6 mars dernier, le premier ministre a annoncé que c'est NCCOP qui procédera à un examen visant à évaluer l'état de l'ingérence étrangère lors des 43e et 44e élections fédérales. Et bon, il y a eu déjà quelques instances, organisations qui ont entamé des études sur ces allégations d'ingérence étrangère. Le premier ministre a nommé un rapporteur spécial également pour faire ce travail. Vous savez probablement que le Bloc québécois a demandé à ce qu'il y ait une enquête publique et indépendante qui soit créée pour étudier cette question-là, parce que si le vote d'une personne, d'un Canadien, a un autre sens que ce qu'il pensait qu'il avait au départ, on pense que ces gens-là doivent être au courant de ce qui s'est passé. Alors, étant donné que votre comité, les membres de votre comité sont soumis évidemment à la confidentialité, au secret, est-ce que vous croyez que c'est le meilleur organe pour entamer ce type d'études-là? Ce n'est pas une question qui a été adressée par le comité, par les membres. Nous avons reçu la demande du premier ministre
pour poursuivre, pour continuer notre travail dans le domaine de l'ingérence étrangère parce que nous avons publié, déposé une revue dans la Chambre de communes qui a gardé 3 ans d'activité, qui a tiré sur, je pense, plus de 40 000 documents. C'était la revue la plus profonde entreprise au Canada. Et nous l'avons livrée au premier ministre et au Parlement, ça fait déjà 3 ans. Mais là, nous sommes en train de revoir où nous avons laissé le travail pour maintenant amener le travail avec un focus, évidemment, sur ce qui s'est passé pendant les 2 dernières élections. La question du travail de M. Johnson, la question du travail du comité NCIRA, c'est à voir. Je ne sais pas. On ne sait pas ce que M. Johnson va proposer ou non, mais nous avons notre chemin. Nous avons publié et distribué ce que nous entendons faire. Et voilà ce qu'on fait. On a très peu, on n'a aucun commentaire vraiment, pour être honnête, avec tous les débats, ce qui se passe à l'extérieur du comité. Le focus pour nous, c'est vraiment le travail au comité. Merci, Madame. Mr. Julian, please go ahead, 2.5 minutes. Monsieur Julian, vous avez 2 minutes et demie. Merci infiniment, Monsieur le Président. Pour ce qui est de la question d'ingérence étrangère, le NPD a présenté une motion et c'était adopté qu'on voulait une enquête. C'est vrai que le CPSNR a un rôle important à jouer, mais une enquête publique est nécessaire aussi à cet égard. Alors, quand on voit la recommandation que vous avez présentée, ou les recommandations que vous avez présentées, elles sont excellentes. On a vu des allégations au cours des derniers mois, des allégations au sujet d'un soutien de certains candidats de la part du gouvernement chinois, donc un appui pour des candidats politiques. On a aussi parlé de l'ingérence russe au Canada. On l'a vu avec le convoi de la liberté qui a causé tant de problèmes au centre-ville d'Ottawa et qui a privé les gens de médicaments et de sommeil. Il s'agit de préoccupations de taille et je vois les recommandations, mais je dois vous dire que afin de pouvoir répondre adéquatement à la menace d'ingérence, il faut mettre l'accent sur le fait d'arrêter les campagnes de mésinformation. Je vois les recommandations, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il faudrait qu'il y ait une plus vaste coordination pour pouvoir renchérir, réagir et comme on a vu avec les autres élections, pour qu'on puisse vraiment aller au fond des choses, obtenir les réponses pour que dans les prochaines élections, on puisse mettre un frein à toute tentative d'influencer les électeurs. Qu'en est-il de la coordination? Vous avez proposé des recommandations, mais comment on va mettre en œuvre le tout? Réponse. Eh bien, écoutez, je vais commencer par dire que vous posez une question qui nous demande de prédire nos recommandations. Et sachez qu'on n'a pas encore fait l'examen, alors veuillez m'excuser si je ne vais pas aussi loin que ça. Je ne peux pas répondre à cette question. Mais j'aimerais vous dire que les recommandations qui ont été formulées dans la première partie de notre examen sur l'ingérence étrangère ont été fondées sur la période d'études sur laquelle on s'est penché. Et qu'il s'agisse de cybersécurité ou autre, on voit que le monde s'accélère et ça sera quelque chose qui, quand on va se pencher là-dessus, eh bien, nous incombe d'essayer de comprendre l'historique de comment tout cela est survenu. Il ne s'agit pas tout simplement de maintenant qu'on apprend de ces cas d'ingérence. Il y a eu des sonnettes d'alarme au fil des années. Et je crois fermement que les gouvernements de toute allégeance ont réagi et ont établi des mesures et continuent à se fonder là-dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir s'ils ont suivi ce cap, s'ils ont suivi le rythme. Non, on n'est pas prêt à répondre à la question tout de suite. Merci beaucoup. Il va falloir s'en tenir à cela. J'aimerais vous remercier le CPSNR
SNR de tout son travail fort important. Merci d'être venu. Sur ce, la séance est levée. Merci.